Egoli, la ville de l'or, la ville entourée de gisements d'or. C'est ainsi qu'une langue locale désigne la plus importante ville d'Afrique du Sud, celle que les afrikaners ont plus platement baptisée Johannesburg. Pour beaucoup d'observateurs des sombres années 70 et 80, Johannesburg, c'était d'abord l'immense cité dortoir de Soweto, toute proche, mais tenue à distance. Là où, en 1976, manifestant avec d'autres contre l'introduction de l'Afrikaans dans les écoles, un enfant de 12 ans, Hector Peterson, a trouvé la mort sous les coups de la police de l'apartheid. Lorsque le jeune Peterson meurt sous les balles de la police, il y a près de 15 ans que Nelson Mandela est emprisonné et 12 ans qu'il est enfermé dans le bagne de Robben Island, au large de la ville du Cap. Il écrit dans ses mémoires « Dans ma cellule, quand je m'allongeais, je sentais le mur avec mes pieds et ma tête toucher le ciment de l'autre côté. J'avais 46 ans, j'étais condamné à la prison à vie et je vivrais dans ce petit espace pendant je ne savais combien de temps. » La libération de Nelson Mandela quelques années plus tard, en 1990, sera l'un de ces événements majeurs qui vont accélérer et justifier le processus de démocratisation que connaît alors une grande partie du continent. 1990, l'année de toutes les promesses. À l'aube de l'année 1990, l'ensemble des pays africains vit encore sous le régime des partis uniques. L'un de ces pays fait exception, le Sénégal, où Léopold Sédar Senghor a depuis une quinzaine d'années adopté le multipartisme et préparé sa succession de façon démocratique. Monsieur le Premier Président, après y avoir mûrement réfléchi, j'ai décidé de me démettre de mes fonctions de président de la République. Beaucoup de ses homologues chefs d'État n'ont pas apprécié. Parce que chacun se disait, s'il fait ça, nous aussi on va nous pousser à faire la même chose. Je n'en dis pas plus, mais je peux vous dire que beaucoup de ses collègues, de la même génération à peu près, n'ont pas beaucoup apprécié ce qu'il a fait. Que les collègues de sa génération n'aient pas beaucoup apprécié la démission de Senghor, c'est presque une litote. 10 ans après le geste inouï du Sénégalais, ses homologues s'accrochent toujours à leur pouvoir et souvent avec ostentation. Ainsi, Félix Houphouët-Boigny, qui dans sa ville natale de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, a obtenu du pape Jean-Paul II la consécration de la basilique Notre-Dame de la Paix. Une réalisation toute personnelle et mégalomaniaque du vieux chef de l'État, et d'ailleurs fort mal reçue dans un pays en pleine crise économique. Et que dire de Mobutu Sese Seko, qui n'hésite pas à faire chanter son nom et sa gloire par une population dont la vie quotidienne est rendue très pénible, tandis que la sienne ne souffre guère de la situation économique du Zaïre, qui est plus que chancelante. Juvenal Habyarimana, pour sa part, dirige le Rwanda depuis 27 ans et ne semble donner aucun signe de lassitude dans cet exercice. Quant à Omar Bongo, cela ne fait jamais que 23 ans qu'il est à la tête du Gabon, sans doute trop peu pour envisager un changement des institutions. Moi, je vous dis et je vous le confirme, le multipartisme au Gabon, zéro. Tant que je serai là, il n'y en aura pas. Depuis 1966, les coups d'État militaires se sont succédés au Ghana. Le dernier d'entre eux a porté au pouvoir le capitaine d'aviation Jerry Rawlings. Admirateur de Nkrumah, Rawlings a entrepris avec succès de nettoyer la maison de la corruption et du népotisme, mais hésite encore à rétablir le multipartisme. Some of the students we talked to said, he's a soft dictator. A dictator, but a soft dictator. But will people have a right to vote you out? And the party out? I'm saying that we can vote people in and out. Personalities, okay? But my dear, what we need to do in this country is to establish a situation where even if it was the devil
who should come and sit on top of us in Ghana. By virtue of certain procedures, certain practices, the devil cannot get away with doing whatever he wants. He would necessarily have to do what the people expect of him. Poussée démocratique, instauration du multipartisme, élections libres, rien de tout cela en Afrique du Sud et dans les pays qui l'entourent. L'apartheid continue d'être le système qu'il faut vaincre, l'obstacle à tout changement décisif. Peter Willem Botha était alors président. Et tout le monde s'attendait à ce qu'il reconnaisse la nécessité des négociations avec l'ANC. Mais il ne l'a pas fait. Il a fait machine arrière. Comme on l'a dit à l'époque, il a refusé de franchir le Rubicon. À partir de là, les sanctions se sont intensifiées. La résistance s'est intensifiée. Il paraissait évident que ça allait exploser, mais personne ne savait quand. Les guerres que l'Afrique du Sud menait dans les territoires voisins aggravaient la situation. Nous nous sommes retrouvés dans une impasse. Le gouvernement ne pouvait pas augmenter la répression parce que le coût de la guerre contre l'Angola et la Namibie se ressentait trop sur l'économie sud-africaine. Alors, à la fin des années 80, il était évident que quelque chose devait changer. Mais on ne savait pas quand ça arriverait. Et le changement se produit. En août 1989, Frédéric de Klerk succède à Peter Willem Botha, chef de l'État démissionnaire. J'ai pris la tête du Parti national et en septembre 1989, lors des élections, nous avons fait campagne avec le message suivant. Il faut effectuer de profonds changements, il faut négocier et ouvrir ces négociations à tout le monde. Il faut créer une nouvelle Afrique du Sud. C'est nous qui avons dit les premiers, notre but doit être une toute nouvelle Afrique du Sud. Le South African Council of Churches, qui regroupe les églises protestantes, s'est engagé dans la lutte contre l'apartheid. Desmond Tutu en est l'un de ses plus spectaculaires dirigeants et acteurs. We say we are the rainbow people. I want you to lift your hands. I want you to say our march to freedom is unstoppable. Our march to freedom for all of us. It was as if the whole global climate, le climat politique international avait, pour ainsi dire, atteint son niveau de maturité. Le temps du changement était arrivé, non seulement ici, mais dans le monde entier. Il y avait un lien direct entre l'implosion du communisme au niveau mondial, comme menace expansionniste à la fois politique, philosophique et idéologique, et ce que nous avons réussi à faire ici. À partir du moment où cette menace n'existait plus, cela nous libérait. Cela nous permettait d'aller beaucoup plus loin que Nelson Mandela, l'ANC et même nos ennemis ne s'y attendaient.
the prohibition of the African National Congress, the Pan-Africanist Congress, the South African Communist Party and a number of subsidiary organizations is being rescinded. Order. I wish to put it plainly that the government has taken a firm decision to release Mr. Mandela unconditionally. Je sens en moi un carillonnement de toutes les cloches en train de sonner. Nelson Mandela, Nelson Mandela, Nelson Mandela. Enfin Mandela est sorti de prison, enfin Mandela est libre. C'était vraiment un cri de joie extraordinaire pour toute l'humanité. Welcome. Welcome our leader, welcome. Welcome our leader, welcome. L'un des premiers gestes de Mandela libéré sera de rendre une visite de remerciement aux pays qui l'ont aidé à combattre l'apartheid, parmi lesquels la Zambie de Kenneth Kaunda. Quand Kaunda était au pouvoir, aucun Zambien ne nous a jamais dit « On ne veut pas de vous ici, quittez notre pays ». Il était pour nous le modèle d'un dirigeant qui a su rassembler son peuple en faveur de la liberté en Afrique du Sud. Nous lui devons énormément, ainsi qu'à tous les Zambiens, et nous ne sommes pas prêts de l'oublier. Nous avions décidé d'apporter notre soutien aux combattants de la liberté en Angola, au Mozambique, au Zimbabwe, en Namibie et en Afrique du Sud. Cette décision nous a causé beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Mais il n'était pas possible de faire autrement. C'était une question de principe. À peine l'indépendance acquise en 1975, l'Angola s'est enfoncée dans la guerre civile. 15 ans plus tard, l'UNITA, l'Union pour l'indépendance totale de l'Angola, appuyée par les Occidentaux et l'Afrique du Sud, plus que jamais inquiète d'une poussée communiste en Afrique australe, affronte encore le MPLA, Mouvement populaire de libération de l'Angola,